comme le fait Furetière dans son dictionnaire, mais on oppose ce qui est local à ce qui est catholique. Oui, tout à fait. Le point de vue auquel se place Thiers, c'est très évidemment cet idéal chrétien, cet idéal catholique au sens universel qu'il partage totalement, dans lequel il se place, et il dénonce tout ce qui peut y faire obstacle. Hein. Et c'est pas spécialement, d'ailleurs, dans sa préface, il emploie une expression qui déborde les classes populaires. Il dit je vais dénoncer, enfin, je cite de mémoire, des attitudes, des pratiques qui sont celles de nombre de gens, mais enfin, peu importe, en tout cas, peu importe la phrase elle-même, mais en tout cas, dans la phrase qu'il emploie, il déborde les seules classes populaires. Donc, il est là dans une perspective, j'allais dire, il prend parti pour essayer de ramener tous ceux qui ne sont pas dans le droit chemin, si j'ose dire. Il y a une troisième définition du populaire, non plus en termes social, non pas en termes de local opposé à catholique au sens étymologique, mais qui serait le lien étroit qui se fait entre l'erreur ou la superstition, et puis le populaire. Et là, d'autres auteurs pourraient être convoqués, comme Joubert, les erreurs populaires, texte de la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'opposant à un savoir vrai, que ce soit un savoir théologiquement fondé ou que ce soit un savoir fondé sur la connaissance, ce qui est extravagance, déviation, aberration. Il m'a beaucoup frappé en relisant l'essai que vous consacrez à Furetière, que Furetière donne beaucoup de place dans ses définitions à tout ce qui relève des sortilèges, de la divination, des croyances fausses dans ce sens-là. Et il fait allusion à deux croyances très profondes, celle du loup-garou et du moine bourru. Et je me suis rappelé que lorsque Sganarelle décrit Don Juan, dans la première scène du Don Juan de Molière, il dit la chose suivante, il parle avec son compagnon Guzman: je t'apprends, internos, entre nous, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou. Et plus loin, lorsqu'il dit mon maître ne croit en rien, pas même à ce qu'il y a de plus certain, le moine bourru. Et c'est une manière finalement pour Molière de de récupérer pour la caractérisation d'un personnage à distance de ce qui est le savoir mathématique, 2 et 2 sont 4 et 4 et 4 sont 8 de Don Juan, ce que Furetière va désigner en termes de l'erreur par rapport au savoir. Suivant cette piste, vous avez abandonné un peu le discours lié à l'institution ecclésiastique, soit parce que Jean-Baptiste Thiers était curé, soit parce que Furetière a toutes ses entrées dans son dictionnaire qui s'opposent à des croyances erronées, pour voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est dans un autre contexte qu'un discours sur le peuple, le populaire, va se tenir. Et de là, d'autres figures, plus ou moins liées aux Lumières. Oui. J'ai eu l'occasion dans 2 articles donc qui sont repris dans ce livre de m'intéresser à un ouvrage tout à fait curieux, l'adjectif est peut-être exagéré, que vous avez cité tout à l'heure, de Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère. Jacques Cambry était un notable et administrateur avec des fonctions publiques, qui a eu l'occasion, dans le cadre de ses fonctions administratives, de faire un tour de toutes les communes du Finistère dans l'année 93 ou 94, en pleine Révolution. Enfin,
ça n'interfère que peu sur son regard. Et comme vous le citiez tout à l'heure, le regard qu'il porte est tout à fait extraordinaire, parce que alors là, totalement détaché. Hein. Et alors, ce qui est intéressant par rapport aux gens que nous venons de citer, notamment le curé Thiers, c'est que le regard de Cambry est le regard d'un homme des Lumières. L'expression me paraît tout à fait justifiée, sans référence au christianisme. C'est peut-être l'époque qui veut ça, et quelle que soit la formation qu'ait pu avoir Cambry dans sa jeunesse, sans référence au christianisme, mais référence constante alors, si je puis dire, j'allais dire l'honnête homme, ça sent un peu trop son 17e, homme de lumière, je reprends l'expression, en tout cas, référence constante à la raison, à l'observation scientifique, et on le sent très très fort de ses certitudes dans ce domaine, hein, autant que pouvait l'être Thiers de ses certitudes religieuses. Hein. Et c'est en se carrant sur ces certitudes d'homme des Lumières qu'il observe les gens qu'il a devant lui. D'un regard, d'ailleurs, il faut le dire, parce que c'est important, d'un regard sympathique. C'est évidemment un regard du haut vers le bas, si j'ose dire, en allant vite. Mais à peine, c'est pas un regard d'hostilité, on sent vraiment qu'il a affaire à des gens qui lui paraissent très étranges, mais il est prêt à comprendre, il est prêt, en tout cas, à regarder. Même à entendre, parce qu'il y a une scène extraordinaire dans le livre, celui de Cambry et maintenant le vôtre, puisque pour en savoir plus sur les pratiques magiques, il décide de rencontrer un de ces magiciens de campagne qui s'appelait Julien le Mantéour, et le dialogue commence comme cela. C'est ce Julien qui lui parle. « D'après vos questions, me dit-il, sont-ce des contes ou des vérités que vous voulez que je vous donne ? Je n'ignore pas les grimaces de mes confrères. Je les pratique rarement, mais il est des fous qu'on ne guérit qu'avec des singeries. J'ai des recettes réelles. Que voulez-vous ? Je désire, lui dis-je, connaître les simples que vous employez, la médecine que vous pratiquez. Je voudrais savoir les pratiques de vos charlatans pour juger de l'esprit de vos compatriotes. Vous m'obligerez en me parlant d'abord comme médecin et en second lieu comme homme instruit des secrets des faux médecins. J'y consens, me dit-il, et j'écrivis sous sa dictée. » Et vous faites remarquer, François Lebrun, que ce que lui livre ce Julien le Mantéour est d'une assez grande banalité. Ce sont des recettes de bonnes femmes où on n'a pas l'impression qu'une grande puissance magique soit investie. Et vous en tirez cette conclusion qui revient à notre thème de l'opacité, que même lorsqu'en situation de se dire, un certain nombre de ces pratiques ou de ces représentations, en fait, se cachent. Et qu'on a vraiment l'impression que Julien le Mantéour est en train de manipuler Cambry, de lui donner ce qui est absolument anodin, mais de garder pour lui et ses malades ce qui est le cœur de son art. Voilà. D'ailleurs, à la limite, on est un petit peu étonné de la naïveté de Cambry. Enfin, comment pouvait-il espérer que ce charlatan, entre guillemets, allait lui donner les secrets de sa charlatanerie? Et pourtant, c'est ce qu'il attendait. Et l'autre l'a roulé dans la farine, quoi. C'est évident. Hein. Mais ça m'a paru tout à fait symptomatique du langage de sourd qui ne peut pas ne pas s'établir à partir d'un certain moment. Alors, Hervé Villon, tout à l'heure, vous évoquiez ce rapport possible entre acculturation religieuse par la réforme catholique et une acculturation plus large qui déborde les pratiques et les croyances religieuses. Et ici, c'est peut-être l'articulation du livre lorsqu'il se centre sur tout un ensemble de textes ou de pratiques qui sont ceux de l'Église, statuts synodaux, mission, confession. Comment est-ce qu'on peut situer dans tout ce que l'on vient d'analyser cet intérêt très particulier que François Lebrun a toujours donné à ces instruments de la réforme catholique? Précisément, je crois que ce parcours de François Lebrun permet de bien placer, d'une part, la spécificité de la réforme catholique dans un processus plus global d'acculturation, dans la mesure où sont à l'œuvre là des formes, des pratiques, des formes d'acculturation, des pratiques acculturantes qui sont spécifiques, puisqu'elles mobilisent par exemple une médiation institutionnelle, qui est celle de l'Église, puisqu'elles mobilisent un dogme. Et la question donc qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure précisément cette forme d'acculturation-là est exemplaire ou au contraire spécifique. Quel est le lien par exemple entre
les missions, entre les statuts synodaux, entre tout simplement la réforme tridentine et d'autres processus proches, connexes, tels que la répression de la sorcellerie, par exemple, qui mobilise d'autres institutions que l'institution ecclésiale, qui mobilise la justice seigneuriale, qui mobilise éventuellement aussi la justice royale. Donc, d'autres formes d'acculturation connexes, telles que celles que je viens de citer, mais aussi toutes celles qui peuvent relever de ce que l'on a pu qualifier de procès de civilisation ou encore de révolution scientifique. Alors,